Merci. Alors, avant de commencer mon propos, j'aimerais d'abord justement féliciter les organisatrices de cette rencontre. Je me félicite que plusieurs années après le démarrage, l'activité continue. Il faut dire que vous êtes en train de mener là, et notamment par le terme d'aujourd'hui, ce que j'appelle une très belle utopie. Okay? Comment accroître l'inclusion économique et financière. Pourquoi est-ce que j'appelle utopie? Il ne s'agit pas d'utopie dans le sens littéraire, mais dans le sens philosophique. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, à un moment donné, a été considéré comme une utopie. Le droit des femmes, à un certain moment, a été considéré comme une utopie par celles qui ont vécu cette époque, parce que personne ne pensait que ce serait possible. Un avion dans les airs était conçu comme une utopie, personne ne pensait qu'un avion pouvait être dans les airs, etc. Et donc, l'inclusion économique et financière, c'est une belle utopie qu'il faut poursuivre. Pour une simple raison. Vous savez, pour la réalisation de vos utopies, pour tout ce que vous voulez faire, leadership féminin, etc., il y a en général trois conditions, trois outils pour qu'une utopie se réalise. C'est-à-dire pour que vous arriviez à justement l'inclusion économique et financière. Trois conditions. La première, c'est justement le leadership. Okay? C'est-à-dire la capacité à développer une vision, okay? À se projeter dans un avenir que l'on veut. Donc c'est ça d'abord le premier élément, la capacité de développer une vision. Le deuxième, il faut avoir ce qu'on appelle les porteurs d'utopie, c'est-à-dire ceux qui vont porter ce combat. Ceux qui développent la vision ne sont pas forcément ceux qui portent le combat également. Et il faut pouvoir les identifier. Et là, en ce moment, vous avez des femmes, mais il faut également inclure les hommes. Il faut pouvoir identifier ceux qui vont vous amener dans ce combat. Le troisième élément qui est important, c'est ce qu'on appelle les bailleurs d'utopie. Okay? Et ce qui va rejoindre effectivement l'inclusion financière. C'est les bailleurs d'utopie. Alors, il ne faut pas penser que d'autres personnes viendront financer vos utopies. Personne d'autre ne viendra financer vos rêves. Ce n'est même pas normal de s'imaginer que d'autres personnes doivent venir financer vos rêves. Vous imaginez un monde, mais vous devez imaginer les moyens pour arriver à ce monde-là. Donc, c'est les bailleurs d'utopie. Il faut pouvoir justement identifier les différentes plateformes, ceux-là qui peuvent vous accompagner à financer vos utopies. Maintenant, revenons au contexte de l'inclusion financière. Il faut comprendre que la bancarisation est restée très bas, en dessous de 50% dans la plupart des pays africains, pour une simple raison. C'est parce que les produits des banques, okay, en termes de ce qu'ils avaient comme service, n'étaient pas adaptés au contexte. Ça, il faut déjà le comprendre. Pour une simple raison. Alors, pourquoi est-ce que moi, j'ai un faible revenu? J'ai un revenu de 1000 francs, 10 000 par jour, ce qui me fait à peu près 200 000 par mois. Pourquoi est-ce que je dois aller ouvrir un compte en banque si, pour ouvrir un compte, il me faut 100 000, 200 000? Je n'ai pas besoin. Donc, il y avait des freins comme ça. Et deuxièmement, le manque de proximité. Pourquoi est-ce que je vais quitter mon village qui se trouve à Konovi de 2 églises pour aller faire 60 km pour aller à Oyem ou à Bida pour déposer un compte en banque? Voilà. Donc, le problème de taux de bancarisation est resté bas parce qu'effectivement, les offres qui existaient ne correspondaient pas justement aux besoins de la population. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceux qui ont des faibles revenus n'ont pas une capacité financière ou économique. Il suffit juste de regarder. Okay? Il y a eu pendant plusieurs années, et même encore aujourd'hui, les femmes qui sont dans les marchés, okay, qui financent les études de leurs enfants, qui financent effectivement le loyer, les ménages, les dépenses du ménage. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui existe. Maintenant, comment est-ce qu'on va de l'avant par rapport à ça? C'est ça le plus important, comme disait Julien. On a une approche nigérienne, c'est très pragmatique des choses. Comment est-ce qu'il faut avancer? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a parlé de leadership. Il faut également savoir s'organiser en groupe. Parce qu'effectivement, lorsque on est seul et qu'on a très peu de revenus, on peut difficilement s'inscrire dans le circuit des services financiers. En revanche, si on est en groupe, on devient une force beaucoup plus importante. C'est-à-dire 100 000 francs seuls, les 100 000 francs multipliés par 100, c'est quelque chose de différent. Et donc, vous augmentez votre capacité de négociation avec les établissements financiers. Bien entendu, il faut également se dire la réalité, c'est que le système financier de nos pays, que nous connaissons aujourd'hui, sont des systèmes financiers qui ne sont pas suffisamment denses. Denses dans le sens où les produits qu'ils proposent ne correspondent pas souvent aux types d'activités que nous faisons. Je veux dire les petits métiers. Okay? Les taux de banque sont élevés. Les petits métiers ne procurent pas souvent des marges de 30 ou 140%.
Si vous allez vous endetter auprès justement d'un établissement avec un taux d'intérêt élevé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler toute votre vie pour l'institution. C'est ça la vérité qu'il faut dire. Et vous êtes dans un engrenage où vous n'en sortirez jamais. Maintenant, ce qu'on appelle les fintech, les technologies financières, les téléphonie mobiles, ingénieurs, ont permis d'accroître la pénétration justement des services financiers. C'est-à-dire au village aujourd'hui, que je sois à mon EHPAD ou à mon des deux églises, chez le boutiquier, je peux pouvoir aller faire le retrait et du transfert d'argent. Ça, c'est un premier service. Donc tout le monde aujourd'hui doit pouvoir avoir un téléphone. Bien entendu, derrière vont arriver d'autres types de services qui manquent. Parce qu'en dehors du fait de faire du décaissement et de l'encaissement, il va falloir, justement pour développer vos business, il va falloir du crédit. C'est ce dont elle parlait. Et c'est la jonction dans laquelle, justement, les banques sont en train de travailler et avec les télécoms pour pouvoir, justement, puisque ces personnes, on peut déjà les atteindre, comment leur proposer d'autres types de solutions, notamment l'accès au crédit, mais moins cher. Mais n'oublions pas que dans notre outil traditionnel, nous avions déjà une façon de travailler. D'accord? Où il y avait des tontis, etc., etc. Mais comment est-ce que vous imaginez, comment est-ce que vous pouvez imaginer, c'est ce qui est important, des tontines pour qu'elles deviennent formelles, parce que l'inclusion financière, en fait, n'intègre pas le côté non formel, mais peut devenir formelle pour que vous puissiez ouvrir des coopératives qui ont à disposition effectivement des financements, okay, à des taux qui peuvent permettre à celles qui font le commerce de pouvoir emprunter et de pouvoir effectivement, développer son business. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Gabon, on a 60% des personnes actives qui sont dans l'informel. C'est ça la vérité. 60% des personnes actives sont dans l'informel. Dans l'informel, c'est donc des PME. Et donc, si on parle d'inclusion financière, on parle surtout de la capacité de ces PME-là de pouvoir avoir des financements. Parce que la Banque mondiale a démontré qu'il y a une corrélation directe entre justement l'accès au crédit, okay, et la sortie de la pauvreté. Il y a une corrélation. Plus vous aurez effectivement accès au crédit, plus vous avez développé votre business, faire du savings, vous allez faire de l'épargne, et plus effectivement vous allez consacrer de l'argent pour l'éducation de vos enfants, pour la santé, etc. Donc c'est totalement corrélé. Mais non, je disais, il faut du leadership, donc pouvoir vous mettre en groupe. Okay? Imaginez comment est-ce qu'on peut adapter ce qui est informel au formel pour devenir, avoir une capacité de négociation avec les établissements financiers. Et maintenant, où nous on intervient aussi, ce qui est important, c'est que AGIE, qui est une organisation séculaire, une organisation de 105 ans d'existence à travers le monde, dans l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez regarder la plupart des femmes qui font des activités, je vais dire, au marché ou partout ailleurs. Et vous allez constater que les activités restent quasiment les mêmes. C'est-à-dire que pendant 30 ans, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une croissance. Okay? Donc, c'est du business juste de subsistance. Okay? Mais non, le leadership permet justement, lorsqu'on forme ces personnes au leadership, ça permet qu'elles puissent se projeter différemment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut croître le business, que je ne reste pas au niveau où j'ai juste quelques temps et je deviens un grossiste, etc. Donc, la formation au leadership, la formation à l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, il faut que les gens soient formés à l'entrepreneuriat. Okay? Le business, ce n'est pas juste vendre et puis vous encaisser avec ça. Il faut être formé à l'entrepreneuriat. Et plus important encore, il faut être formé à l'éducation financière. C'est ce que nous faisons, l'éducation financière. Okay? C'est comme ça, en réalité, que vous comprendrez la nécessité de s'insérer dans le circuit financier et le circuit bancaire. Okay? Parce que, comme l'a dit Madame Ogoulede, il y a de l'argent. J'ai toujours dit qu'il y a de l'argent. J'ai toujours dit aux entrepreneurs qu'il y a de l'argent. Ce qui manque, en réalité, je veux dire, le monde, depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui, n'a jamais été plus riche. Chaque jour, il est plus, même avec des crises, le monde est riche. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. À côté de l'argent, il y en a qui n'en ont pas. Ce qui manque souvent, c'est le pont. C'est de construire le pont entre ceux qui n'ont pas et ceux qui ont. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui ont donnent de l'argent? C'est la confiance qu'ils ont aux porteurs de projet. Et la confiance, c'est quoi? C'est pas seulement la personne. Il faut que la personne soit compétente. Pour que je vois ce qu'elle fait. Il faut que la personne soit structurée, organisée. Et de plus, si elles sont ensemble, ça me rassure davantage.
Donc, il y a de l'argent qui existe, il y a des plateformes qui ont de l'argent, mais il faut que pour que vous en bénéficiez, vous soyez formés. C'est important. Soyez formés à l'éducation financière et entrepreneuriale. Je vais finir par dire aussi qu'il faut également sensibiliser vos sœurs. Je me rappelle, on a mené une activité au niveau de Tango, il y a cela, je pense, 2 ans, 3 ans, où effectivement nous avons regroupé les femmes en coopérative, celles qui font ça s'appelle les crevettes Misala, les Misala de Tango, okay, et on les rachetait. Le problème qu'elle nous posait, c'est qu'il pour augmenter la production, il fallait plus de pirogues, etc., les NAS, etc. Et donc, nous, on leur a dit, écoutez, nous, on va faire une chose. Vous regroupez en coopérative, nous, on achète toute votre production, okay? On vous met également à disposition les moyens pour accroître cela. Mais, rassurez-vous, la moyenne d'âge des femmes de Tango qui font les Misala était 65 ans. 65 ans. C'est nos mamies qui partaient dans l'eau, allaient récolter les Misala. Pendant que leurs enfants, leurs filles, leurs jeunes filles, étaient à quai, étaient dans les bars. Attendaient que la maman revienne, qu'elle vende ses crevettes et elle demande l'argent. Donc là également, vous avez besoin de faire énormément de sensibilisation. Comment est-ce qu'une maman de 65 ans, 70 ans, c'est elle qui pense justement à ce qu'elle doit se faire du revenu? Mais rassurez-vous, on les achète, les crevettes Misala. Ils sont achetés à combien auprès de maman? Ils sont achetés à 5 000, 6 000. À Tango. Tango, c'est moins de 100 km de kilo. Vous savez à combien c'est revendu à produit? C'est vendu entre 12 000 et 19 000. 100 km. Juste 100 km. 100 km, c'est 1 heure. Donc, quelqu'un qui n'a rien fait, qui réorganise cette balance-là, multiplie par moins 2 ou 3 ce qu'il gagne sur eux. Ces Misala-là sont également exportables en France à Rungis. C'est vendu à 25 000 francs le kilo, même sur une partie de la région. Alors, je vais donc, pour les accompagner, on va donc voir Géant Segado, qui va dire, écoutez, bon, on peut effectivement vous donner des Misala. Nous, on n'a pas de problème de dire. Le seul problème qu'on a, c'est que les gens ne sont pas souvent sérieux. C'est-à-dire, ils vont venir demander effectivement d'être fournisseurs, ils vont livrer 1 semaine, 2 semaines, après ils disparaissent. Voilà un phénomène où on a besoin de la culture entrepreneuriale. Vous voyez combien est-ce que les gens peuvent gagner en ne faisant rien du tout? C'est très important que vous sensibilisiez effectivement, vous justement qui êtes au-devant, vous qui êtes leader, vous avez ce rôle-là, c'est vraiment important. Il y a une génération entre vous, les grands-mères, là, qui végètent. Et c'est énormément de ressources qui peuvent être mobilisées. Okay? Énormément de ressources qui peuvent être mobilisées. Merci. Merci beaucoup.